Alors, Michel Delon, Cyril Chedom, Delanou, pardon, excusez-moi, vous allez me corriger tout à l'heure. Cyril Sheldom et Catherine Moal me rejoindre. On poursuit cette table ronde en essayant d'apporter un éclairage sur la vie de l'entreprise et comment ça chahute un petit peu sur aujourd'hui, comment les choses évoluent grâce à l'IA. Donc, Michel Delanou, est-ce que vous pouvez effectivement nous éclairer sur les changements que vous présentez et puis les changements que vous avez observés sur le secteur? Vous allez nous parler d'un secteur spécifiquement, notamment sur le spatial. Oui, alors d'abord je tiens à dire que je ne suis pas un expert de l'analyse de la concurrence du secteur spatial, ni vous avez partagé votre expérience, votre vision. Ni d'intelligence artificielle, mais que effectivement, par contre, au travers de mes activités, j'ai pu observer pas mal de choses. Alors, la transformation à laquelle on assiste, et on ne fait pas qu'assister, auquel effectivement on réagit aussi depuis un certain temps, c'est effectivement ce que l'on appelle l'apparition du new space, c'est-à-dire l'émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants, qui viennent des États-Unis, alors que je dirais mondialement on regardait plutôt ailleurs, et qui sont arrivés depuis, on va dire depuis par exemple 2002 pour SpaceX, qui sont arrivés à un point de convergence avec deux phénomènes, un phénomène de démocratisation du transport spatial, lié finalement à une certaine dérégulation suite à l'arrêt des navettes, et puis également à une émergence de nouveaux besoins d'accès à l'espace, en particulier parce qu'il y a de nouveaux types de satellites, à la fois plus petits ou alors plus nombreux avec des projets de constellation. Merci. Cyril ? Bonsoir. Vous pouvez vous présenter, vous intervenez sur un secteur aussi qui est lié à l'automobile? Oui, tout à fait. J'ai passé pas mal de temps autour de l'automobile et de l'assistance. J'ai été pendant pas mal d'années chez Europe Assistance, où on était donc l'assisteur de tous les automobilistes sur des dizaines de constructeurs au quotidien. Et puis après, dans la banque de Renault-Nissan, où j'avais la charge de développer les services autour de l'automobile connectée. Donc on a un petit peu vu aussi beaucoup de choses, parce que l'automobile, alors c'est pas, contrairement au spatial, où on est sur des très hautes technologies avec des toutes petites séries, l'automobile c'est un petit peu le contraire, c'est de la technologie avec des fabrications industrielles. Donc l'intérêt effectivement c'est que ça soit démocratisé et qu'il y ait un effet de volume. Alors, donc, vous avez deux secteurs qui ont un point commun, c'est un nouvel entrant qui s'appelle Elon Musk, qui est venu chahuter ces deux secteurs. Alors vous avez une vision en disant que Elon Musk n'est pas un vrai disrupteur de ce secteur, il a apporté de l'innovation, mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous situer un peu quel est l'impact de l'IA sur le secteur de l'automobile? Alors, je vais me faire des amis ce soir. Mais on est là pour débattre. De toute façon, donc, non, j'ai rien contre Tesla, qui est une très belle entreprise technologique, mais c'est juste que aujourd'hui, vous l'avez peut-être constaté un petit peu dans l'actualité, Tesla est passé en valeur boursière devant General Motors et Ford. Donc il y a un qui fait 76 000 automobiles l'année dernière et les autres qui en font entre 8 et 10 millions. Donc la question qu'on se pose quand on est du côté des constructeurs, c'est que fabriquer 216 000 voitures haut de gamme, même très haut de gamme, avec beaucoup de technologie et en partant d'une feuille blanche, puisqu'il a eu la chance de partir d'une feuille blanche, c'est-à-dire des batteries électriques, et il a construit la voiture autour. Ce qui n'est pas du tout le cas des constructeurs dans le monde, puisqu'on est toujours en permanence sur des évolutions de modèles et la rupture est très compliquée dans l'industrie, puisqu'il faut aussi maintenir les parcs roulants. On ne sait pas ce que donnera la Tesla S dans 10 ou 20 ans. Et c'est bien là qu'il y a quand même une rupture. Voilà, la rupture, c'est d'avoir construit l'agilité aujourd'hui, l'agilité, d'avoir construit la voiture comme un smartphone, c'est-à-dire d'être parti du logiciel et ensuite d'avoir assemblé les technologies autour et de l'avoir rendu nativement connecté. Mais pour expliquer cet impact, dire qu'à un moment donné, le fait d'avoir de l'IA et une capacité à
vraiment travaillé cette notion de performance des moteurs. Enfin, Monsieur Delanoux, on avait, ce qui est intéressant, c'est de décrypter cette démarche aujourd'hui. Quand on construit des fusées aujourd'hui, on mettait toute l'ingénierie dans les moteurs pour qu'ils soient les plus performants. Est-ce que effectivement Elon Musk s'est un peu effectivement exonéré en ayant beaucoup plus d'intelligence, alors pas totalement, mais peut-être des moteurs moins performants, mais qui pouvaient effectivement être compensés par l'IA? C'est une question, et les éléments de réponse, à mon avis, ne sont pas uniquement dans l'IA, et je ne sais même pas si on peut parler d'IA. D'accord. Mais je vais préciser ça. C'est vrai que, par exemple, alors, pour l'automobile, par exemple, c'est vrai que je me souviens d'avoir entendu un ancien directeur qualité de Tesla qui est français et qui, effectivement, après avoir quitté Tesla d'ailleurs, disait effectivement ça a été conçu comme un ordinateur à 4 roues. Je ne pense pas qu'on peut dire que chez SpaceX, la fusée, c'est un ordinateur. Alors, je pense qu'on ne peut pas le dire. Par contre, ce qui est certain, c'est vrai que dans notre approche traditionnelle mondiale, c'est pas qu'au niveau européen, au niveau États-Unis également, dans l'approche traditionnelle, on sait qu'effectivement, et ça c'est quand même toujours le cas, que la propulsion est quand même importante parce qu'il faut s'arracher de la Terre. Et que la fiabilité est quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'investissements là-dessus. Et du coup, sans doute, moins d'investissements sur le cerveau de la fusée. On peut penser largement que pour pouvoir faire réatterrir un premier étage verticalement sur une barge, il y a de l'intelligence à bord. En tout cas, il faut penser les choses différemment. Voilà ce que je peux dire là-dessus. L'IA dans l'automobile, c'est quoi? C'est évalué sur 5 niveaux, je crois, aujourd'hui. Alors, il y a deux choses. Il y a l'intelligence artificielle avec ses normes, dont le groupe, la table ronde d'avant, les a rappelées un petit peu. Donc, de l'intelligence artificielle faible à l'intelligence artificielle forte. La faible commençant à... en gros, le robot aspirateur, c'est de l'IA faible, c'est-à-dire qu'il est capable d'enregistrer une configuration pour optimiser ses déplacements. Donc il y a un algorithme qui fait qu'il enregistre une partie, c'est des premiers niveaux d'intelligence artificielle, jusqu'au truc plus compliqué. Après, ce que j'appelle un peu le fantasme de la robotique humanoïde. Mais là, c'est pas tellement l'ingénierie qui est importante, c'est le fait qu'on a quelque chose qui ressemble à un être humain. Mais dans l'automobile, donc on avait intégré depuis longtemps de l'intelligence artificielle, sachant que vous l'avez vous-même sur vos smartphones, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à programmer de la navigation, vous avez une forme d'intelligence artificielle, parce que calculer une route par rapport à un point d'arrivée et par rapport à une heure, c'est déjà un morceau d'intelligence artificielle. Et après, c'est toute la partie intelligence artificielle qu'on va avoir là, historique. Je parlerai en dernier de ce qui est aujourd'hui les assistants de conduite, qui est tout ce qui est le speech-to-text et le text-to-speech, c'est-à-dire la voiture qui vous parle, c'est la synthèse du langage, et les ordres que vous pouvez donner à votre automobile sur la partie navigation, entertainment, enfin toutes les parties interface Bluetooth. Après, la plus compliquée, c'est la navigation, les assistants de conduite, et après, c'est la navigation autonome où il y a les 5 niveaux. Catherine, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc Catherine est directrice de publication du magazine Alliancy. Je vais présenter parce qu'on collabore quand même étroitement ensemble. On est tous les deux effectivement à l'initiative du magazine Alliancy. Alors tu vois effectivement, tu suis depuis très longtemps ces secteurs industriels. Aujourd'hui, qu'est-ce que selon toi, cette explosion de l'IA et puis du digital, est-ce qu'on peut l'élargir un peu, change sur ce secteur en tant qu'observatrice? Alors déjà, effectivement, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'IA comme tous les gens qui sont sur ce plateau. Je suis simplement une observatrice en tant que journaliste. Et quand on a décidé de faire un numéro spécial dédié à l'IA, c'est pas spécialement notre juste le micro un peu. Pardon, voilà.
notre cœur de cible. On s'est dit, il y a énormément de rapports, d'études et de commentaires divers et variés de tous les analystes, mais ça on l'a déjà dit. Et du coup, on s'est dit, on va regarder uniquement ce qui se fait réellement dans les entreprises et ce que les entreprises sont prêtes à nous raconter sur ces sujets-là. Donc on est d'une part allé voir un certain nombre de grands acteurs en leur demandant s'ils faisaient déjà des choses là-dessus et avec qui ils les faisaient. Puis ensuite, on est allé voir des startups et on a aussi essayé dans la multitude de startups, parce que particulièrement en France, on est riche sur le sujet, on en a trouvé évidemment un certain nombre. Donc l'approche était un peu complexe. Bon, sachant vous êtes fait un peu chahuter parce que certaines font pas d'IA, alors que nous on a cru que... Oui, alors la définition de l'IA, elle est vraiment extrêmement fluctuante en fonction de à qui on s'adresse. Donc on est déjà allé voir l'INRIA, là au moins on est à peu près sûr de ne pas trop se tromper de porte. Et d'où l'interview d'ailleurs du patron d'INRIA, Antoine Petit, dans ce magazine. Mais ensuite, on est allé voir un certain nombre de grands acteurs, notamment la SNCF, dont on avait su qu'ils avaient créé une équipe dédiée à l'IA, parce qu'au final, une des plus grandes applications que l'on a trouvées en IA aujourd'hui dans les entreprises, et là je parle vraiment des entreprises françaises uniquement, on n'est pas allé voir, en tout cas pour ce dossier-là, pas au-delà, c'était dans la maintenance prédictive. Donc là, vraiment, il y a de très très beaux exemples de maintenance prédictive. Et là, chez tous les grands du transport, que ce soit la SNCF qui a donc son équipe dédiée maintenant avec un lab dédié, etc. Vous pouvez trouver la même chose chez Airbus, vous pouvez trouver la même chose chez PSA. Je pense que Engie aussi le fait dans des domaines extrêmement variés. L'autre domaine où on a vu des accords récents signés, notamment avec un acteur évidemment très connu, qui n'est pas celui qui nous reçoit aujourd'hui, mais qui est IBM Watson. Là, là, tout le monde en ce moment est en train de signer de gros accords avec cet acteur sur finalement des solutions relativement standard. Après, sachant que les spécialistes, ils les trouveront certainement en interne dans l'entreprise. Michel, si on parle vraiment là d'IA aujourd'hui dans votre secteur, quelles sont les applications qu'on peut mettre en avant ou souligner concrètement ? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du secteur spatial qui a été interviewé et quelle définition lui-même donnait-il de l'IA. Donc là, il y a vraiment une question sur l'IA. Moi, ce que je peux dire là-dessus, alors j'ai entendu parler de maintenance prédictive. Et prescriptive. Et prescriptive. Ça, je pense que, par exemple, en tout cas, quand on regarde SpaceX avec le côté réutilisation, etc., on peut penser que c'est un point important parce qu'il ne faut pas retomber dans les travers de la navette spatiale et que ça coûte plus cher finalement de renvoyer en vol que de ne pas le faire. Donc il y a des aspects, effectivement, à mon avis, qui sont importants là-dessus. Donc il y a pas mal de choses au niveau du sol. Alors je ne sais pas si c'est de l'IA ou si c'est pas de l'IA, mais je me suis fait ma petite liste. On la veut. Je me suis fait ma petite liste parce que il y a d'abord tout ce qui est... alors c'est vrai qu'on n'est pas dans des grandes séries, mais alors justement l'apprentissage, il est important. Il est important quand on n'est pas dans des grandes séries. Et donc accélérer cet apprentissage, voilà, ça c'est quelque chose. Donc c'est tout ce qui tourne autour d'à la fois simulation, analyse de données de tests, donc dans tout ce qui est développement, conception, tout ce qui est distinction de ce qui est un fonctionnement qu'on va considérer comme nominal d'un fonctionnement qu'on va considérer comme dangereux, et puis donc capacité à arrêter à temps. Ça, je me souviens d'ailleurs que début des années 90, j'ai travaillé à un moment, à ce moment-là j'étais ingénieur propulsion, justement, et j'ai travaillé effectivement avec quelqu'un de l'ENS, avec des réseaux de neurones pour essayer de faire des choses comme ça. Bon, ça j'en ai déjà parlé sur les aspects logistiques, voilà, on en a parlé. Et alors, il y a aussi toute la question du vol, c'est-à-dire que, enfin du vol une fois qu'on est en l'air, enfin, et pour aller en l'air. Donc effectivement, tout ce qui est guidage de la fusée, tout ce qui peut être réutilisation,
là, on imagine, enfin, la barge, par exemple, qui récupère les premiers étages de la fusée Falcon d'Elon Musk, c'est un robot. C'est un robot qui va devoir réceptionner cet étage, le mettre en sécurité de manière automatique, et aussi peut-être commencer, ça j'en sais rien, mais peut-être aussi commencer un processus de maintenance. Cyril, sur cette dimension, justement, la réalité de l'IA aujourd'hui, y a-t-il des aspects gadgets dans l'automobile si on considère que l'aspirateur robot c'est un gadget ou est-ce que c'est un outil important, ça c'est une question de point de vue, c'est plutôt du marketing. Mais non, dans l'automobile il y a pas de gadget, il y a un peu de fantasme sur la conduite autonome. On a mis beaucoup le mot intelligence artificielle autour de la conduite autonome. Aujourd'hui, ce qui arrive, ce qui est déjà dans certaines voitures premium et ce qui est en train d'arriver, ce sont plutôt des assistants de conduite. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure des 6 niveaux, le 0 étant le 0 niveau. Donc on va dire qu'il y en a 5 qui sont définis internationalement sur la conduite autonome. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'effets d'annonce qui disent les voitures de tel constructeur seront autonomes à partir de 2020. Alors, les autonomies à court terme, la partie autonomie, ça correspond à des assistants de conduite, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des voitures qui vont venir pallier. Sur ce sujet, Uber a mis sa première flotte de camions et fait ses premières livraisons en véhicule autonome. Oui, mais faire rouler des voitures toutes seules sur une file toute droite entre deux voitures, ça s'appelle normalement, on met des rails, ça s'appelle le train, mais ça devient un transport collectif. Mais la partie, non, je plaisante, mais voilà, l'autonomie de conduite niveau 5, c'est-à-dire on fait autre chose que de conduire et on se laisse transporter, on n'y est pas du tout. Aujourd'hui, les technologies qu'on a sont des assistants de conduite, ça peut éviter tout un tas de choses, d'accidents, gérer des distances de sécurité. On dit en revanche que la conduite automobile est quelque chose de plus complexe que le pilotage d'avion. En termes de ce à quoi ça fait appel au niveau d'essence et de la réactivité. Donc, les dangers qui peuvent exister, les objets, tout à fait. Voilà, il faudrait que toutes les voitures soient autonomes déjà. Enfin, j'ai une théorie là-dessus, on n'aura pas le temps, mais si vous regarderez sur mon profil le LinkedIn, cocktail sera là pour ça, pour ceux qui sont intéressés. Vous l'avez souligné, ça peut être critiquable ou pas, mais Accor a le même problème avec Airbnb en termes de valorisation. Donc ils ont bien des hôtels, et donc vous parliez de l'automobile tout à l'heure qui est un peu chahuté sur ces thèmes-là. Si on peut parler à quel point les acteurs historiques sont-ils menacés aujourd'hui, quand on voit à quelle rapidité Tesla est arrivé sur le marché. Donc vous dites l'industrie elle est bien assise, elle n'a pas trop de soucis à se faire, mais est-ce qu'on peut vraiment Catherine, tu veux? Oui, je voudrais juste dire, parce qu'on a un papier sur le sujet de la voiture autonome dans ce magazine, et ce qui ressort vraiment aujourd'hui, c'est plus l'alliance entre justement les acteurs traditionnels et ces nouveaux acteurs, GAFA et autres. Et Uber vient de signer un accord mondial avec Daimler, par exemple, sur le sujet. Donc on voit bien que on ne sait pas pour l'instant qui va gagner du tout. Parce que certains disent, c'est Google demain. Alors Uber, il en est au 3e en 3 ans. Donc il a fait Ford, il a fait Volvo, il a fait GM, il a fait Mercedes, et maintenant il signe un accord avec je l'apprends. Et il y en aura d'autres. Donc je pense que, après il y a un petit côté fait d'annonce. Oui, mais ce qui veut dire quand même que les uns ou les autres ne peuvent pas faire les choses seuls. C'est ça que ça veut surtout dire. Donc menace, pour répondre à la question. Non, menace, non, pas menace, complémentarité, je dirais. Ça pousse les acteurs à réinventer. Je pense que la première menace de l'automobile aujourd'hui, c'est les changements des modes de consommation qui arrivent. C'est-à-dire que la voiture est de moins en moins un bien capitaliste qu'on a envie d'acheter parce que ça se déprécie. De plus en plus, on se déroute vers l'usage. Donc c'est un des chaînons de la chaîne de mobilité. De chez moi au bureau, il y a un maillon automobile à un moment. Et la façon dont on va le consommer va changer. Je pense que à court terme, on va avoir plus de bouleversement dans les grands acteurs de l'automobile avec l'autopartage, le car sharing, qu'avec la conduite autonome. Sur le spatial, justement, on a quand même des gros consortiums aujourd'hui qui sont très bien installés. L'arrivée de ce type d'acteurs, grâce à l'IA ou pas, on est comme en tout cas l'impact du digital est pas neutre. Est-ce que c'est une menace pour ou encore un enjeu de... Moi, j'aurais envie de dire stimulation. C'est stimulant.
Bon, effectivement, il y a un nouvel acteur, SpaceX, etc. Et il n'est pas le seul, il y en a d'autres. D'abord, dans le spatial, contrairement à l'automobile avec Tesla, il y a quand même, bon, on parle d'acteurs privés, mais il y a quand même une part d'investissement par des acteurs publics, NASA, etc., aux États-Unis. Donc moi, je dirais stimulation. Et d'ailleurs, bon, aujourd'hui, effectivement, on a quand même toujours Arianespace qui est leader mondial pour les lancements. On a toujours Ariane 5 qui affiche une très très grande fiabilité et qui a beaucoup de clients. Bon. C'est le génial pour la transition. Et la suite, et je veux dire, et la suite est lancée. Et la suite est lancée avec les industriels européens. On peut s'imaginer que ces gros acteurs puissent imaginer des alliances, pourquoi pas, à un moment donné, avec les acteurs qu'on a cités. Alors, de toute façon, ce qui est clair, c'est que le secteur spatial est un secteur où on sait et on a été obligé de coopérer, de faire beaucoup de partenariats. Donc, les partenariats, on sait faire. Très bien, merci beaucoup. Alors je vais garder un petit peu Catherine avec moi, mais en tout cas, vous remercier tous les deux pour votre intervention. Bravo, merci. Merci à vous. Merci.